Au-delà des cartes officielles Silence de l'histoire et les mystères des mondes enfouis, il existe une version du monde qui ne se manifeste que dans les interstices, tapis dans l'espace infime séparant le nom inscrit sur une carte ancienne de celui qui l'a remplacé. On la devine dans l'ombre d'une fenêtre basse qui s'ouvrait jadis sur la lumière du jour et qui ne donne plus aujourd'hui que sur la terre compacte. Cette dimension subtile se fait ressentir dans le silence pesant qui succède aux grands incendies, de ceux qui consumant tout sur leur passage, à l'exception étrange des objets qu'il aurait été le plus commode de voir disparaître. L'exploration de cet univers parallèle n'est jamais le fruit d'une quête délibérée. Les recherches scientifiques et les observations minutieuses commencent généralement par un détail insignifiant, une vieille photographie jaunie. La lucarne insolite d'un sous-sol ou un édifice public dont les fondations concrètes ne correspondent pas, tout a fait au plan d'architecte conservé dans les archives locales. Un tyran se fil conducteur, comme on le ferait pour démêler la laine d'un vieux vêtement afin d'en mesurer la longueur, la science se heurte rapidement à des profondeurs insoupçonnées. Les investigations mènent vers des dépôts d'archives qui s'interrompent brusquement à l'endroit précis où l'histoire devrait commencer, ou vers des complexes immobiliers monumentaux qui s'élèvent fièrement sans qu'aucun registre de construction n'ait déjà consigné leur édification. Parfois, les chercheurs découvrent une carte vieille de 2 siècles représentant un empire de la taille d'un continent, une nation souveraine qui, aujourd'hui, a tout simplement cessé d'exister sur les globes modernes. Ailleurs, c'est une étendue gelée et désertique au bas du monde qui, curieusement, a fait l'objet d'un traité international contraignant avant même que les premiers explorateurs n'y aient posé le pied. Établir un lien de cause à effet entre ces phénomènes isolés demeure un défi pour la recherche contemporaine. Il est tout à fait possible que ces anomalies ne soient que de la poussière historique. Le résidu ordinaire et fastidieux d'un monde en perpétuelle reconstruction, ne laissant derrière lui que des documents administratifs incohérents et des coïncidences malheureuses. Pourtant, chaque fois que la science parvient à délimiter les contours de l'une de ces lacunes documentaires, un nouveau vide structurel apparaît immédiatement derrière elle, présentant la même silence obstiné. Les chroniques du monde retiennent pour l'instant dit de ces énigmes majeures, articulées autour d'une interrogation fondamentale que les historiens ne peuvent plus ignorer depuis l'analyse de grands mystères. L'inondation de boue. La Terre possède une propriété scientifique remarquable, réelle ne ment pas et ne cherche jamais à éditorialiser les événements. La boue ne se soucie aucunement des récits historiques dominants ou des idéologies politiques des civilisations qu'elle recouvre, elle tombe, se dépose et demeure exactement là où elle a atterri jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues ou d'ouvriers décide de l'extraire. Par conséquent, lorsque des fouilles urbaines mettent au jour des mètres entiers de sols compactés recouvrant des détails architecturaux élaborés, des appuis de fenêtres moulurées, des maçonneries décoratives ou des ferronneries d'art manifestement conçues pour être admirées au niveau de la rue, la science doit impérativement s'interroger sur les mécanismes d'un tel ensevelissement. L'explication académique conventionnelle, lorsqu'elle daigne aborder le sujet, se veut généralement rassurante mais floue. On évoque une élévation progressive du niveau sol au fil des siècles, le pavage répété des chaussées urbaines ou l'accumulation naturelle de sédiments environnementaux. Les archéologues qualifient ce phénomène de formation de tel. Un processus lent par lequel les cités se reconstruisent sur leurs propres décombres, couche après couche, pendant des millénaires, à l'instar de Rome qui s'est élevée sur ses propres documentés. Ces phénomènes est réel, lent et parfaitement analysé par la recherche. Cependant, l'explication officielle commence à perdre de sa cohérence lorsque l'on examine l'âge des bâtiments concernés. Les édifices présentant ces rez-de-chaussée enterrés ne datent pas de l'Antiquité romaine, mais sont souvent âgés de moins de 150 ou 200 selon leur propre fondation. Il s'agit de constructions de l'époque victorienne ou industrielle, dotées de structures en fonte, documentées par des photographies d'époque et conçues par des architectes dont les noms figurent en bonne et due forme dans les registres municipaux, pour qu'une structure récente accumule plus mètres de sédiments, et non quelques centimètres,
Il aurait fallu un taux de déposition extraordinaire, condensant des décennies d'accumulation urbaine en une poignée d'années, voire en un seul événement catastrophique. Si ce processus est déroulé de manière progressive, l'absence totale de documentation administrative devient inexplicable, car les municipalités du siècle consignaient scrupuleusement les permis de bâtir, les projets de nivellement des rues et les installations de réseaux d'égouts. L'analyse minutieuse des archives montre que ce modèle topographique anormal se répète avec une précision déconcertante à travers le globe, ne se limitant pas à une seule tradition architecturale ou à un climat spécifique. Les chercheurs observent ces fenêtres de sous-sol semi-enterrées dans les maisons en rangée des grandes villes de l'Est des États-Unis, ou des encadrements en pierre de taille ou en fonte ornementale, visiblement destinés à l'espace public, se retrouvant aujourd'hui obstrués par des briques ou noyés sous le bitume. Ancos, sous les pavés d'Édimbourg. Des structures inférieures complexes et des rues entières ont été scellées et oubliées, pour n'être redécouvertes que des générations plus tard comme un secret enfoui. ISAT, un réseau souterrain complet de façades commerciales et de trottoirs subsiste sous la chaussée moderne, un phénomène que l'histoire officielle attribue exclusivement à un projet de reconstruction consécutif au grand incendie de la ville. Toutefois, l'argument d'un sinistre unique et d'un nivellement consécutif peine à expliquer la présence de structures identiques dans des métropoles qui n'ont jamais subi de destruction par le feu ni manté de grands travaux de terrassement. Plus étrange encore, les premières plaques photographiques de la fin du siècle capturent par faux bâtiments au milieu de ce qui s'apparente à un processus d'ensevelissement en cours, montrant des monticules de terre accumulés contre les façades et des portes s'ouvrant directement sur des remblais compacts. L'échelle de cette anomalie n'est pas régionale, mais planétaire, touchant simultanément des villes aussi distantes que Saint-Pétersbourg, Paris, Londres, New York, Chicago ou Sydney. Partout, le constat scientifique demeure identique et un niveau inférieur s'émerger. Une nouvelle chaussée établie au-dessus et une historiographie officielle qui passe le phénomène sous silence. Cette absence de rapport d'ingénierie et de chronique journalistique est une lacune documentaire majeure, car un processus aussi massif aurait dû laisser une empreinte textuelle indélébile dans les journaux et les journaux intimes de l'époque. Le deuxième grand mystère de la géographie moderne nous conduit vers l'Antarctique et les découvertes réalisées par les premières expéditions scientifiques sous la calotte glaciaire. Territoire le plus reculé, le plus hostile et le plus aride de la Terre, ce continent gelé semble de prime abord totalement déconnecté des problémismes enfouis des métropoles septentrionales. Pourtant, l'examen de la chronologie des explorations révèle des anomalies singulières. Longtemps reléguées au rang de mythe cartographique sous le nom de Terra Australis Incognita, l'Antarctique n'a été formellement aperçu qu'au début du VIe siècle par des chasseurs de phoques et des navigateurs. La fin de ce même siècle, les expéditions de Shackleton, Scott et Amundsen ont ouvert la voie à des opérations d'une ampleur logistique considérable dans les années 1930. L'opération Ijon, menée par la marine américaine entre 1937, illustre cette démesure avec le déploiement de près de 4 à 500 hommes de porte-avions, de sous-marins et de brise-glace pour ce qui était officiellement présenté comme de simples manœuvres de routine par grand froid et de la cartographie de routine. Bien que les forces armées effectuent régulièrement des entraînements climatiques, l'intérêt stratégique et financier soudain pour cette immensité blanche coïncide curieusement avec la période de reconstruction globale et de restructuration administrative observée ailleurs le monde. Aujourd'hui, l'accès à ce continent est strictement régi par le système du traité sur l'Antarctique de 1961, un accord international unique qui gèle les revendications territoriales, interdit les activités militaires et établit un protocole d'inspection mutuelle rigoureux. Si la préservation de la recherche scientifique et la coopération pacifique sont des motifs louables et réels, il demeure légitime de s'interroger sur les raisons pour lesquelles cet espace, dépourvu de ressources économiques facilement exploitables, fait l'objet des restrictions juridiques de la planète. Alors qu'aucune législation internationale d'une telle rigueur n'encadre la forêt amazonienne ou le désert du Sahara.
Les journaux de bord des premiers explorateurs mentionnent parfois des relevés magnétiques aberrants et des reliefs topographiques non conformes, suggérant l'existence d'éléments majeurs d'humidité de la glace, rappelant le schéma d'effacement discret appliqué aux niveaux inférieurs des cités modernes. La troisième énigme historique repose sur un phénomène administratif d'une ampleur inédite, le changement de nom coordonné de plus de 1000 villes à travers le monde au cours d'une temporelle extrêmement restreinte. La science politique démontre qu'il n'est pas nécessaire de détruire physiquement une civilisation pour l'effacer de la mémoire collective. Il suffit de modifier radicalement sa toponymie de manière systématique pour qu'en 2 générations, le lien avec le passé soit rompu. En France, l'année 593 a vu la Révolution décréter la transformation radicale du paysage urbain pour rompre avec l'ancien régime et l'Église. C'est ainsi que Lyon, l'une des cités les plus anciennes d'Europe, fut administrativement rebaptisée commune affranchie, tandis que Marseille reçut la dénomination extraordinaire de ville sans nom. Loin de se limiter aux grands centres rebelles, cette frénésie de renommage s'est propagée aux petites communes et aux villages ruraux sans aucun antécédent de sédition. La synchronisation des décrets d'application. Promulgués simultanément dans des régions loignées à une époque où l'information voyageait à la vitesse du cheval, implique l'existence d'une machine bureaucratique d'une efficacité et une centralisation surprenante, dont les rouages précis restent peu documentés par les historiens de l'époque. Un siècle plus tard, en évisant NANCAD, le Bureau des noms géographiques des États-Unis promulguait l'ordre 113. Une directive technique visant à éliminer systématiquement certains termes récurrents des cartes nationales, tels que les mots désignant l'ancienneté ou les reliefs spécifiques. Si l'argument officiel invoquait l'efficacité des services postaux face aux doublons toponymiques, les statistiques révèlent une répartition géographique suspecte. Sur les nombreuses modifications enregistrées à l'échelle fédérale, près de la moitié concernait le seul tas de l'Illinois. Cette concentration géographique coïncide précisément avec la région où les arpenteurs du X siècle découvraient d'immenses structures de terre et des canaux complexes dont l'ingénieur passé était les capaciniques tués aux populations locales répertoriées. En supprimant les indices sicaux qui incitaient les populations à s'interroger sur l'origine de ces structures, l'administration a orchestré un effacement mémoriel subtil mais définitif. Ce processus de réécriture cartographique trouve un écho singulier dans le témoignage documenté de Darrell Dupas, un colon qui, en 1807, contemplait la vallée de la rivière Sal en Arizona. Ce territoire était traversé par un vaste réseau de canaux d'irrigation préexistants, parfaitement excavés et immédiatement fonctionnels que les nouveaux arrivants se contentèrent de pour rétablir le débit de l'eau. Face à cette infrastructure monumentale héritée d'une civilisation disparue, Dupas proposa de nommer le nouvel établissement Phony, en référence explicite à l'oiseau mythique qui renaît de ses propres cendres. Cette reconnaissance d'une reconstruction sur des ruines antérieures s'inscrit dans un mouvement plus vaste visible sur l'ensemble de la cartographie mondiale. En effet, les atlas des CV et SV siècles faisaient figurer en bonne place une immense entité territoriale s'étendant sur l'Asie centrale et septentrionale, désignée sous le nom de Grande Tari. Au cours du VI siècle, cet espace géographique s'est fragmenté et réduit avant de disparaître totalement des publications officielles, remplacé par de nouvelles dénominations nationales, comme si la Tartarie n'avait été qu'une simple commodité cartographique temporaire. La convergence temporelle entre les décrets révolutionnaires français, les ordonnances postales américaines, la fondation symbolique de Phony et la disparition de la Tartarie suggèrent l'existence d'un vaste mouvement de restructuration géopolitique globale, visant à uniformiser le récit historique mondial au détriment des réalités territoriales antérieures. L'existence passée de cette entité se manifeste également à travers le quatrième mystère style architectural tartarien. Il s'agit d'un langage visuel universel caractérisé par des structures monumentales surmontées de dômes complexes, de flèches élancées et de façades ornées de colonnades classiques incorporant d'éléments sculpturaux d'une grande complexité. Ces caractéristiques se retrouvent de manière identique dans un palais officiel de Saint-Pétersbourg, un opéra à Vienne, une gare ferroviaire à Bombay ou un grand magasin à Chicago.
L'histoire de l'art attribue traditionnellement cette uniformité au mouvement du néoclassicisme et à la diffusion des modèles académiques européens par le biais du colonialisme et du commerce national. Cependant, cette explication peine à justifier la présence de gares monumentales au sein de localités américaines de faible importance démographique dès les années 1860. Ces infrastructures présentaient des déterres en pierre de taille et des proportions dont le coût de réalisation serait prohibitif avec les moyens techniques modernes. De plus, la fonction utilitaire de ces bâtiments semble souvent secondaire par rapport à leur esthétique solennelle, suggérant que des structures préexistantes à vocation cérémonielle ou technique ont pu être tardivement adaptées aux besoins du transport ferroviaire ou de l'administration postale. La vitesse de construction de ces édifices, souvent achevés en quelques mois selon les chroniques locales, défie les lois de la logistique de l'époque industrielle, d'autant plus que les archives font rarement état des conflits sociaux, des dépassements de coûts et des nuisances de chantier qui accompagnent invariablement les grands travaux de génie civil. Cette uniformité structurelle planétaire invite à envisager l'hypothèse d'un héritage architectural global, où les nations émergentes du siècle auraient réutilisé et réaffecté des bâtiments civils préexistants pour y installer leurs nouvelles institutions, comblant ainsi le vide documentaire entourant leur phase de construction initiale. Cette hypothèse permettrait également d'expliquer le cinquième mystère, celui des lignées royales au coude d'Europe. L'aristocratie continentale est historiquement documentée pour son obsession de la généalogie et de la préservation des droits héréditaires. L'examen des armoriaux et des titres de noblesse révèle la subsistance de distinctions honorifiques faisant référence à principautés d'Asie centrale ou à des territoires tartares qui n'ont plus d'existence légale sur les cartes modernes depuis 2 siècles. Ces titres s'accompagnent de blasons et de motifs héraldiques spécifiques qui contredisent l'idée que la Tartarie n'était qu'un terme géographique vague dénué de structure politique réelle. La persistance de ces symboles suggère que les élites dirigeantes de ces territoires disparus ne se sont pas volatilisées lors des recompositions frontalières, mais se sont intégrées par alliance matrimoniale au sein des grandes dynasties européennes, préservant discrètement leur lignée et leurs prérogatives symboliques sous de nouvelles identités nationales, tandis que les généalogistes officiels maintenaient une prudente ambiguïté sur l'origine exacte de ces distinctions. Le 6e mystère offre une preuve textuelle incontestable de cette mutation géopolitique à travers l'évolution des notices de l'Encyclopædia Britannica. Dans sa première édition Pubourg en 1750 ans, cet ouvrage de référence décrit la Tartarie comme un pays immense, occupant une part majeure de la masse continentale eurasienne et subdivisé en plusieurs régions distinctes dotées de gouvernance spécifiques. La précision des descriptions administratives et géographiques indique que les éditeurs considéraient cette entité comme un État souverain réel et stable, au même titre que l'Empire Royaume de France. Pourtant, au fil des rééditions successives durant la première moitié du X siècle, l'article consacré à la Tartarie subit une contraction textuelle progressive, le territoire étant progressivement morcelé et attribué aux empires russes et chinois, jusqu'à ce que le terme soit définitivement relégué au rang d'anachronisme cartographique. Cette édition éditoriale progressive, contemporaine des vagues de changement de nom de ville et de l'apparition du style architectural uniforme, démontre comment les outils du savoir institutionnel ont pu accompagner activement la restructuration du récit historique mondial, transformant une réalité géopolitique tangible en un simple espace vierge prompt à être recolonisé par l'histoire officielle. Cette entreprise d'uniformisation mémorielle trouve son corollaire dans le 7e mystère, qui concerne la destruction quasi systématique des bibliothèques publiques et des archives de temps antérieurs à l'année 1800. Les chercheurs se heurtent à une rareté surprenante de manuscrits originaux non restaurés du Haut Moyen-Âge ou de l'Antiquité au sein des collections nationales. La perte de ces documents étant invariablement attribuée à des incendies majeurs survenus entre 668 et 1800. La chronologie de ces sinistres révèle une concentration temporelle troublante. Le grand incendie de Londres a détruit la bibliothèque médiévale de la cathédrale Saint-Paul. Un feu a ravagé le monastère de l'Escorial, emportant de précieux manuscrits andalous.
La bibliothèque de l'université de Copenhague a perdu ses textes historiques scandinaves uniques. L'incendie de la bibliothèque Coton a endommagé de rares documents anglo-saxons. Le séisme de Lisbonne en mai 500 a anéanti les archives maritimes portugaises. Les destructions révolutionnaires en France ont vidé les dépôts ecclésiastiques. L'incendie de Moscou en concernant les archives du Kremlin. Et le sac de Washington en 1800 a détruit la jeune bibliothèque du Congrès. Cette récurrence des sinistres au sein des centres de conservation publics contraste fortement avec la préservation remarquable des bibliothèques privées appartenant à de vieilles familles aristocratiques, dont les collections demeurent largement inaccessibles à la recherche indépendante, privant la science des éléments de comparaison nécessaires pour vétanticité des chronologies aux vieilles établies au XVI siècle. Le 8e mystère touche à la culture matérielle et aux découvertes anthropologiques documentées par la presse locale américaine tout au long du siècle. Les archives numérisées des journaux régionaux de cette époque contiennent des centaines d'articles relatant la mise au jour lors de travaux agricoles ou de terrassement de restes squelettiques humaines de dimensions exceptionnelles, dépassant fréquemment 7 ou 8 pieds de hauteur. Ces rapports, rédigés sur un ton factuel propre aux rubriques locales, associent régulièrement ces découvertes au complexe de tumulus et de terrassements préhistoriques attribués aux cultures des bâtisseurs de monticules du Midwest. Si la recherche archéologique moderne a démontré à juste titre la continuité culturelle entre ces structures et les populations autochtones historiques, réfutant les théories raciales du siècle qui visaient à légitimer la dépossession des terres indigènes, le devenir des ossements géants mentionnés dans la presse demeure obscur. De nombreuses chroniques indiquant que ces artefacts furent expédiés vers de grandes institutions scientifiques, notamment la Smithsonian Institution, avant de disparaître définitivement terre publique. L'absence de publications ultérieures s'explique en grande partie par la gestion administrative chaotique et l'entropie institutionnelle des premiers musées, où d'innombrables spécimens, fumillarés ou mal répertoriés, créant un vide documentaire permanent que les théories contemporaines s'efforçant de combler. La même ambiguïté entoure le 9e mystère, dédié aux structures éphémères des expositions universelles de la fin du siècle, à l'image de l'exposition universelle de Chicago, ce complexe monumental, surnommé la Ville Blanche, s'étendait sur plusieurs centaines d'hectares et comprenait des édifices néoclassiques d'une taille sans précédent, construits en moins de 2 ans grâce à l'utilisation du staff, un matériau composite temporaire imitant la pierre. Bien que la phase de construction soit largement documentée par la photographie, la mobilisation rapide d'une main-d'œuvre artisanale, hautement qualifiée, capable de réaliser des milliers de sculptures et de motifs ornementaux en un laps de temps si court demeure une performance logistique exceptionnelle pour l'époque. La disparition quasi totale de cette cité impériale, détruite par des incendies successifs ou démantelée immédiatement, après la clôture de l'événement, s'inscrit dans un modèle récurrent où des structures d'une ambition architecturale colossale sont extraites de l'espace public, à peine achevé, laissant derrière elles un sentiment d'impermanence culturelle qui semble caractériser la fichée du siècle industriel. Enfin, le 10e mystère s'étend aux sciences de la Terre et interroge la nature même de certaines formations géologiques remarquables, telles que les mesas à sommet plat de l'Ouest américain, ou les colonnes de basalte polygonales du pic de la Tour du Diable. Une hypothèse hétérodoxe suggère que ces reliefs ne seraient pas le fruit exclusif de l'érosion sédimentaire ou du refroidissement des coulées de lave, mais représenteraient les restes pétrifiés d'une paléoflore de dimensions kilométriques. Si la physique et la biologie végétale réfutent la viabilité de structures carbonées d'une telle altitude en raison des contraintes de charge et de transport des fluides, l'observation des tations de surface, des configurations de fractures polygonales et des stratifications horizontales concentriques rappellent curieusement les structures cellulaires visibles dans le bois pétrifié à petite échelle. La géologie officielle explique de manière convaincante ces formes par la contraction thermique des roches magmatiques et les lois de la géométrie fractale, qui dictent en d'eux des motifs de ramission similaires pour les cristaux, les réseaux hydrographiques et les systèmes vasculaires vivants.
Néanmoins, l'existence avérée de gisements houillés d'une densité monumentale à travers le globe confirme que la Terre abrite, au cours des ères géologiques antérieures, une biomasse végétale d'une échelle et d'une profusion difficilement concevables aujourd'hui, invitant la science à maintenir ouvertes les questions relatives au cycle de transformation de la croûte terrestre. L'ensemble de ces 10 anomalies dessine ainsi les contours d'un vaste espace de recherche où l'examen des silences administratifs et des lacunes matérielles demeure essentiel pour appréhender l'histoire du monde dans toute sa complexité. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to support me dark and mysterious history content.